Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Honnêtement, c'est une des raisons aussi de pourquoi moi j'aurais peur de rentrer en France. Peur des impôts, ça c'est quand même la chose la plus grave qui pourrait m'arriver. Non, mais c'est pas juste voilà les impôts. C'est là quand je vois la crypto, moi j'avais pas peur quand j'étais en France. Enfin, la sécurité un petit peu, c'est pour mes enfants, mais pas trop pour moi. Voilà. Pourtant, tout le monde savait où j'habitais. Donc, quand il y a eu Asher qui a eu un homejacking, j'ai commencé à faire ouais, mais bon, ok, c'est pas trop risqué. Mais là, depuis 6 mois, il y a pas je crois qu'il n'y a pas une semaine sans un enlèvement, une tentative de homejacking. Et je crois qu'il y en a déjà 7 ou 8 depuis le début de l'année. Juste sur le mois de janvier, déjà en France, il y en a eu 8. Des homejacking crypto, mais attendez, mais c'est trop. Et c'est une des raisons supplémentaires qui me fait arrêter la crypto. Moi, c'est pour ça, là, je vais tout vendre, je vais sortir de la crypto. Comme ça, au moins, il n'y aura rien. Franchement, bon, je risque rien à Dubaï, mais on ne sait jamais. Les enlèvements, les agressions liées aux cryptos en France, c'est assez flippant. Ici, ils ont recensé toutes les agressions depuis 2017. Donc 2017, 2021, 2022, on voit que il n'y en avait pas beaucoup. 2023, pareil, il n'y en a qu'une qui est recensée. 2024, il n'y en a qu'une. Et là, 2025, c'est là où ça s'accélère. Et on voit que ça continue et qu'il y en a de plus en plus. Et y compris depuis le début de l'année, on en recense déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pour celles qui ont été, on va dire, médiatisées. On voit ici sur ce graphique les attaques liées à la crypto par pays. Les États-Unis sont en tête et la France arrive deuxième. Et on voit cette accélération, voilà, cette exponentielle. Ensuite, on a eu un piratage. Ça concerne Matcha. Matcha, c'est un agrégateur d'exchange et vous le connaissez. Enfin, vous l'avez peut-être utilisé sans vous en rendre compte. Matcha, en fait, ce qui a été volé, c'est les personnes qui avaient autorisé Matcha. Vous savez, les approbations, ceux qui avaient donné des approbations illimitées à Matcha ou des approbations avec un grand montant de crypto à Matcha. Ce qui fait en fait que le hacker a réussi à voler des fonds qui étaient dans le wallet des utilisateurs sans que les utilisateurs fassent aucune transaction. Ils ont fait une transaction il y a longtemps où ils ont autorisé Matcha à manipuler leur crypto. Comme le pirate a réussi à manipuler les smart contracts de Matcha, il a réussi ensuite à voler les cryptos des utilisateurs. On passe de 16,8 millions de dollars qui ont été volés. Et si vous êtes sur un agrégateur, par exemple LamaSwap, eh ben vous avez peut-être utilisé Matcha, vous pouvez le voir ici, sans vous en rendre compte. Mais bon, normalement quand même, vous voyez l'information. Foundry USA, l'un des plus grands pools de minage Bitcoin, a subi une chute d'environ 60% de son hash rate. La cause principale est une tempête majeure ayant provoqué des coupures d'électricité et des arrêts d'infrastructures. L'incident est temporaire, mais il a eu un impact visible sur la répartition du hash rate global. Donc cet événement rappelle la centralisation géographique et énergétique du minage. À court terme, l'impact sur le prix est limité, mais ce type d'incident nourrit le débat sur la résilience du réseau et peut influencer les décisions d'investissement dans le secteur du mining. On en avait marre qu'on vous parle de capitulation, je sais. Mais quand même, ce sont que moi qui suis plutôt quelqu'un d'optimiste, j'y vois quand même des signaux plutôt positifs. Évidemment, c'est jamais un signal absolu. Ça veut absolument pas dire que demain on va se lever avec un Bitcoin à 120 000 $. Mais ça donne quand même une indication sur la tendance actuelle. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'Axel Adler a rappelé dans sa dernière analyse. Il s'est penché sur le Net Realized Profit and Loss avec une moyenne mobile sur 90 jours. Et là, on voit que le profit net réalisé, ou plus précisément le ratio entre gains et pertes réalisées, s'est effondré de 97% pour revenir autour de 0. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en juin 2022, juste avant la chute du Bitcoin de 30 000 à 16 000 $. Donc, en plein cœur du point bas du dernier marché baissier. Là encore, si on regarde les moments où cet indicateur est revenu vers 0, on constate que ce sont des zones où le Bitcoin avait déjà été fortement massacré. En même temps, je survends pas les choses, ça montre aussi que c'est pas une zone de retournement garantie à 100% et qu'on n'est pas obligé de repartir à la hausse immédiatement. Et puis un dernier élément, il faut aussi garder en tête que sur les derniers mois, voire sur 1 ou 2 ans, il y a eu énormément de rotation de capital. On peut parler de l'or, on peut parler de l'argent, on peut parler des actions. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très étrange depuis ces derniers jours. On a un ensemble de nouvelles entre négatifs et positifs, non pas sur la crypto, mais sur la macroéconomie. Et il y a clairement des choses qui sont en train de se passer maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi
comment et l'impact que ça peut avoir chez nous. C'est très important de comprendre les liaisons entre la macro et la crypto, surtout aujourd'hui. Hier, on a fait un mouvement très fort. On a liquidé 603 millions de dollars de long. On est allé chercher en dessous des 86 000 $. On est allé chercher un seuil de liquidité très important et on est en train de repartir tranquillement. Ça a eu lieu le dimanche soir. On sait très bien que le dimanche soir, c'est un moment très important quand on a des mouvements d'anticipation par rapport au marché traditionnel. Parce que oui, les cryptos et BTC sont ouverts 7 jours sur 7 et donc forcément ça permet de pouvoir anticiper le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? On a une attaque de Donald Trump par rapport au Canada. Non pas attaque militaire mais attaque économique menaçant 100% de droits de douane si jamais le Canada faisait un deal avec la Chine. Et il va même encore plus loin, disant que la Chine a réussi à prendre possession du Canada, et ça c'est le type de discours qu'on n'aime pas du tout, parce que justement c'est un type de discours qui pourrait expliquer potentiellement plus que des taxes. Maintenant, deux news positives quand même, histoire de finir de news positives. Il y a eu un rapport avec Coinbase qui a fait ça, où 70% d'investisseurs institutionnels estiment que le Bitcoin est sous-évalué en étant entre les 85 et les 95 000 $. Et selon l'enquête, ce 75 qui a été fait, 75 investisseurs institutionnels et 73 indépendants, on a la grosse majorité qui disent qu'ils vont continuer à acheter du Bitcoin, tout simplement. Alors, on dit que l'argent pousse, tout ça, ça c'est bon, je l'ai dit, voilà. Donc, parmi ces investisseurs institutionnels interrogés, 80% ont déclaré qu'ils conserveraient leur position en crypto ou achèteraient davantage en cas de nouvelle baisse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'est pas sur une majorité d'investisseurs institutionnels qui disent « Ah non, nous, ça baisse, on vend tout. » Donc, ils vont buy the dip. Voilà, c'est ce que dit le rapport ici. Donc, c'est plutôt une bonne news. Après, en 2026, certains disent qu'on a quand même des choses assez jolies qui vont arriver. Théoriquement, on va avoir un remplaçant du président de la Banque centrale américaine, donc Powell il saute. Trump, il veut mettre quelqu'un. Certains pensent que c'est quelqu'un de chez BlackRock. Bon, on ne sait pas trop, on verra bien. Mais en tout cas, quelqu'un, il va se mettre, ça sera quelqu'un qui est plutôt favorable. Nous avons également CZ qui a tweeté qu'il se tient prêt à aider Donald Trump à faire de l'Amérique la capitale mondiale des crypto-monnaies, puisque oui, Donald Trump a également dit qu'il est prêt à faire en sorte que l'Amérique reste la capitale mondiale des crypto-monnaies. C'est clair, Donald Trump va mettre en place des actions concrètes pour le marché des crypto-monnaies en 2026. En effet, il a également donné l'information qu'il espère signer des projets de loi crypto prochainement. Nous avons les métaux précieux qui continuent leur bull run. Lors des 20 premiers jours de l'année 2026, nous avons l'or qui a ajouté 3,9 trillions de dollars à sa capitalisation, donc qui est monté de plus 13% depuis le début de l'année. Et nous avons l'argent qui a ajouté 1,3 trillion également de dollars et qui a augmenté de plus 32%. Ça montre bien dans quel contexte on se trouve aujourd'hui. Ce sont les métaux précieux qui sont considérés comme les valeurs refuges, et s'ils sont en train d'exploser, ça montre à quel point les intervenants aujourd'hui sont en train de se protéger plutôt que d'investir massivement sur les assets risqués. Maintenant, on est dans une configuration qui est assez rare. Nous avons donc les métaux précieux qui sont en bull run, et nous avons le marché action US qui est proche de ses plus hauts historiques. C'est arrivé que très peu de fois dans l'histoire, généralement, les deux évoluent dans une corrélation inverse. La question pour 2026, est-ce que le marché des crypto-monnaies et le Bitcoin vont rattraper leur retard ? On va parler du paradoxe du shutdown et de la liquidité. En effet, en tant qu'investisseur historique sur le marché des crypto-monnaies et du Bitcoin, on a toujours plus ou moins considéré celui-ci comme faisant partie de la catégorie des actifs de réserve de valeur, au même titre que l'or et les métaux précieux. Sauf que malheureusement pour nous, dans la réalité actuelle, le Bitcoin ne fait absolument pas partie de cette catégorie. Il est vu comme un actif spéculatif qui s'achète et qui se vend au gré de la spéculation. Et avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis et ces rumeurs de plus en plus importantes concernant un shutdown et donc un arrêt complet du système, eh bien la volatilité au niveau des actifs traditionnels et notamment du S&P 500, elle est en train de fortement augmenter. Les investisseurs institutionnels, qui sont ceux qui représentent à l'heure actuelle le marché des crypto-monnaies, eh bien ils vont avoir tendance à vendre les actifs les plus spéculatifs et les plus volatiles, et donc ici notamment le Bitcoin,
pour venir sécuriser des autres positions sur la finance traditionnelle, ce qui explique entre autres pourquoi le Bitcoin a énormément du mal à performer à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'on lui met une pression énorme en ce qui concerne justement le monde institutionnel. En d'autres mots, le Bitcoin ne combat plus le système traditionnel. Il n'y a aucun projet crypto, même Bitcoin, hein, il n'y a aucun projet crypto qui est en lien avec la réalité. Si. Bon, un peu Bitcoin, il y a des endroits dans le monde où on peut payer en Bitcoin, ouais, ça commence, voilà, mais à part Bitcoin, il n'y a aucune crypto qui sert dans la vraie vie. Aucune. Ça n'a jamais été utile dans la vraie vie. Ça n'a servi à rien. Voilà. C'est tout. Donc on sait pertinemment que toutes les cryptos qu'on achète, ça va tomber à zéro. Parce que c'est du vent, il n'y a rien en fait. C'est que du scam. C'est que tous ceux qui travaillent dans le milieu de... C'est que des projets de scammers. Voilà. Donc après, c'est pas grave. On peut très bien faire de l'argent sur des pumps. Là, ça pump, ok. Mais faut pas garder long terme parce que tout va tomber à zéro en fait. Tout va tomber à zéro. À part Bitcoin. Deuxième gestionnaire de fonds de pension de Colombie, avec 55 milliards de dollars d'actifs sous gestion, donc on n'est pas en train de parler d'un petit truc, là on est en train de parler quand même d'un énorme gestionnaire de fonds. Il se prépare un fonds offrant une exposition Bitcoin à ses clients. Donc ça c'est quand même hyper important parce que vu qu'on est en train de parler quand même d'un gros gestionnaire de fonds, ils ont sûrement des clients, beaucoup de clients et sûrement des gros clients aussi. Et donc, à partir du moment où ils proposent une exposition aux crypto-monnaies, bah forcément, ça va entraîner petit à petit une pression acheteuse, forcément. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la suite. On a Brian Armstrong qui affirme que la crypto est en train de bouleverser le système financier et qu'il devient de plus en plus rare de trouver des vrais sceptiques aujourd'hui. L'adoption progresse, même chez les plus prudents. Ensuite, ça continue parce que derrière les US, ça va être le UK qui vont arriver juste après. 2028 au Japon, je pense que ça sera 2027 pour UK. Le Financial Conduct Authority est en train de, pareil, framework pour définir un cadre réglementaire pour les cryptos. Donc, États-Unis, ensuite le trio de tête Angleterre, ensuite Japon. J'ai commencé à m'intéresser au sujet, vraiment à lire plein de choses, etc. sur ce sujet, sur la menace quantique autour des crypto-monnaies et surtout le Bitcoin, mais ça concerne toutes les crypto-monnaies, mais le Bitcoin a des caractéristiques spécifiques qui font qu'il est encore plus exposé. Mais depuis que j'ai lu ça, il y a de plus en plus d'inquiétudes, de plus en plus de sujets autour de tout ça. Et regardez ce que la fondation Ethereum vient d'annoncer là ce week-end. Ils ont annoncé la création d'une équipe en charge justement de la stratégie post-quantique. Ils s'y mettent sérieusement. D'ailleurs, ils avaient prévu depuis un moment de passer à des cryptos post-quantiques, mais là, c'est bon, ils ont monté une équipe, des points toutes les 2 semaines, et ils veulent mettre en place justement la stratégie post-quantique pour Ethereum. Ce que je vous disais dans la vidéo aussi, il n'y a pas de doute pour moi qu'il y a un certain nombre de projets qui pourront migrer assez facilement parce qu'ils ont l'habitude en fait de migrer, ils commencent déjà à réfléchir à des stratégies de migration, etc. Là, on a Ethereum et j'avais cité Algorand et il y a pas mal d'autres projets aussi qui travaillent à tout ça. Mais le Bitcoin, en fait, c'est assez... Il y a des personnes qui évoquent ça d'un écosystème Bitcoin, mais malheureusement, au sein de l'équipe en charge, enfin dire le Bitcoin Core, c'est quelque chose qui est encore assez vu comme lointain. l'IA est en train de tout révolutionner. Ce sont des interrogations qui sont fondamentales. On sent encore que la France est vraiment à l'avant-garde de la révolution, probablement. Alors, petit coup au moral, allez, vous avez un peu d'argent, c'est super, c'est le moment d'aller voir dans le tiroir de la grand-mère si elle n'a pas une petite pièce ou un petit lingotin qui traîne pour les plus bourgeois. Voilà, explosion plein nord de l'or, record historique sur record historique, plus de 5000 $ à l'once. Voilà, on s'est mis à décoller. Pile au début d'année, on a pris appui sur la zone des 4300 et là on est à 5000, donc on a déjà pris presque, je calcule rapidement, près de 15%, formidable, et on a une montée qui est vraiment exponentielle. Alors attention il y aura forcément une petite baffe, mais ça a été à chaque fois alimenté par Donald Trump, incertitude égale
on achète de l'or qui en temps de guerre, très honnêtement, ne sert pas à grand chose puisque vous ne mangez pas votre or. Il vaut mieux avoir des terres que vous pouvez cultiver et un bon fusil pour empêcher vos voisins de vous piquer vos légumes, bien entendu. Du solide, c'est vite dit. La fête se réunit et le suspense est tellement insoutenable que j'ai failli m'endormir en me disant oui, parce qu'au cas où vous ne saviez pas lire entre les lignes, ils ne vont rien faire mercredi soir, mais ça nous laissera au moins le temps de jouer au grand jeu des devinettes. Combien de temps les taux vont-ils rester là-haut? On installe le compte à rebours pour le prochain meeting, histoire de voir si par miracle, il va se passer un truc cette fois, mais franchement, la baisse des taux s'éloigne de plus en plus. Soyons honnêtes, juste 2 minutes, avec la tête actuelle de l'économie, je ne vois pas vraiment comment est-ce que Jérôme Powell pourrait baisser les taux. Le type est terrifié à l'idée de voir l'inflation repartir comme un bouchon de champagne, tellement il était traumatisé pendant la hausse post-Covid. L'an dernier, ils ont lâché 75 basis points, mais bon, franchement, là, début 2026, avec l'économie qui a l'air de cartonner, si on en croit les chiffres, aujourd'hui, Powell et sa bande se tournent les pouces en sifflotant. Le message est clair, on a déjà donné, maintenant démerdez-vous avec ce que vous avez et montrez-nous quelque chose de concret. Et on ne bougera pas tant qu'on n'est pas convaincu qu'on aura vraiment besoin de nous. Le problème, c'est que plus la Fed attend, moins elle a de raison d'agir. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le paradoxe ultime. Si l'économie tient debout, pourquoi est-ce qu'il faudrait la stimuler? Si tout va pas trop mal, pourquoi est-ce qu'il faudrait injecter de l'adrénaline? Il y a 6 mois, tout le monde prédisait des baisses en série. Si vous suivez un peu les comptes Twitter et YouTube Finance, il y a carrément cette idée que la Fed, la Réserve fédérale américaine, drive les marchés financiers à l'échelle mondiale, notamment avec les hausses et les baisses des taux dont on entend très souvent parler. Sauf que selon Raoul Pal, ce modèle-là, il est en train de mourir, voire même il serait déjà mort. Ce qu'il dit, c'est qu'on est en train de passer d'un monde où la politique monétaire dominait à un monde où c'est plutôt la politique budgétaire qui prend le dessus. En clair, ce n'est plus la banque centrale qui décide vraiment de la quantité de liquidité dans le système, ce sont plutôt les États. Par exemple, un Trump un peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme problème qui ne peut plus être ignoré, c'est la dette. Les États-Unis ont une dette massive, quasiment 40 000 milliards de dollars. Et surtout, ils ont des intérêts du coup qui sont de plus en plus lourds. Une ampleur assez dramatique aux États-Unis et le Sénat dit bah non. Non, nous, on ne votera pas le budget, même si la Chambre basse a voté le budget. Le Sénat, maintenant, dit bah, « moi, je ne le voterai pas, donc enlevez-moi ces financements par rapport aux nouvelles polices DHS de Donald Trump qu'il a initié juste après son investiture. » Donc, est-ce qu'il va y avoir shutdown? Est-ce qu'il ne va pas y avoir shutdown? Bon, bah, partez du principe que c'est très algorithmique, cette histoire. On est passé de 9% à 80%. Donc malheureusement, c'est pas maintenant qu'il va falloir le jouer, mais malheureusement, ça se rapproche. Donc dire qu'il y aura une volatilité très positive sur les marchés en général cette semaine ou d'ici la fin du mois, j'en doute. Je pense que ça va rester relativement flat. Si vous avez le moindre doute par rapport à ça, je vous invite à aller regarder, moi, du côté du VIX. C'est toujours la même chose, les marchés ont toujours raison là-dessus. Donc vous allez voir le risque, oui, il y a un petit spike qui vient de se produire, ici avec une jolie petite augmentation, hein. On avait clôturé à 15,74, hop, on rouvre en gap haussier ici par rapport au VIX. Bon, bah, tant qu'on n'est pas aux alentours des 20, 25, 30, à partir du principe que le shutdown n'est pas d'actualité, il devrait donc très rapidement trouver un accord. En parlant de rapport de force, je pense que Donald Trump a perdu une toute petite bataille ici et il devrait très probablement retirer ce financement supplémentaire. On parle de 11 milliards de dollars, me semble-t-il. Cette semaine sera extrêmement chargée. Donald Trump va parler 2 fois et mercredi, il y aura Jérôme Powell qui va annoncer les taux d'intérêt. On est sur du 3,72 pour l'instant et on s'attend à du 97,2%. Que ça finisse entre 3,5 et 3,75 pour seulement 2,8%. Qu'on fasse vraiment une baisse de taux d'intérêt. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, attendez-vous à un marché volatile à 20h mercredi. On s'attend à du 3,75 et normalement, si les choses se passent comme prévu, on sera sur du 3,75. Le timing, c'est la ligne en pointillé ici présente qu'on avait fixée pour le mois d'octobre. Tu te rappelles, 18 mois après le halving ou alors 35 mois après le bottom. Bon, on est face à une structure haussière, certes, avec des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts aussi. Mais si on est adepte de la théorie du verre à moitié vide, on peut aussi observer que les highs vont de moins en moins haut et qu'on est face probablement à une structure d'essoufflement. Un petit peu comme un sauteur de haie qui arrive sur
sur les dernières haies avec de moins en moins d'énergie. On l'a dit aussi, mais jusqu'ici, factuellement, tout va encore bien. Pour invalider la structure ici présente, il faut simplement casser le dernier low. Dernier low qui se situe approximativement sur les 75 000 $. Si et quand on aura cassé ce dernier low sur les 75 000 $, on aura certes déjà beaucoup de douleur, et à ce moment-là, on pourra dire que la structure haussière est invalidée. On rentrera dans une grosse période d'incertitude qui est propre au bottom, et il va s'agir d'essayer d'attraper le point le plus bas. Mais t'inquiète pas, c'est au programme et on va y venir juste après. Pour couronner le tout, on a une divergence bearish majeure comme ceci sur triple top, on a aussi un signal baissier comme ceci sur le RSI, et en plus de ça, on a, comme on l'avait déjà dit, le MACD qui a croisé. Nous sommes sur la SSP, donc c'est le bas du nuage, donc de Kumo, et c'est problématique. Pourquoi ? Parce que là, c'est censé être un support. Donc vous avez vu, ça marche très fortement. Ou même quand on vient des fois sur la SSA, ça marche fortement, ok ? Et surtout, en fait, quand on sort du Kumo, regardez, bon là ici c'était une résistance, quand on sort du Kumo, ça envoie un bull run. Mais il faut aussi regarder dans l'autre sens. Et le problème, c'est que, ok, c'est censé être un gros support, hein, donc pour l'instant, il fonctionne. Là, regardez, en novembre, il a fonctionné. Il est en train de fonctionner encore maintenant. Mais le problème, c'est que si on le perce à la baisse, d'accord, et qu'on le maintient, surtout si on passe sous ces niveaux, bon, là, c'est catastrophique, les gars, hein, n'oublions pas que là, on parle du Kumo, mais après aussi, il faut regarder la tendance, hein. On a une magnifique tendance haussière, avec des bas, donc, je vous le remonte, attendez, hop, des bas de plus en plus hauts, avec des hauts de plus en plus haut. Donc, même si on vient ici, ça commence à faire peur, mais le vrai niveau, n'oublions pas, c'est les 75 000 $. Parce que ça, en fait, on ferait un nouveau plus bas, d'accord? Vous allez voir, en court terme, c'est la même chose, on est en train de travailler la même chose, mais en court terme, et là, c'est du long terme, c'est en weekly, même du très long terme. Et là, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien du tout bullish, les gars, et même moi, je vais me remettre à short. Ce que vous pouvez constater actuellement du côté du Bitcoin, c'est que on a effectivement franchi le seuil des 88 300 $, on a perdu ce support. Comme vous pouvez le constater, on s'est fait soutenir par ma ligne orange à 4 reprises d'affilée, mais finalement, ce support a été perdu. Donc je vous recommande encore et toujours de rester prudent sur le court terme, et surtout maintenant qu'on a franchi ce seuil, je vous le répète une fois encore, la prudence est de mise au plus court terme. Alors, je reste convaincu que le Bitcoin va continuer à progresser d'ici la fin de cette année, bien entendu. Cependant, pour le moment, tant qu'on n'a pas franchi tous les niveaux de résistance clés à la hausse, eh bien la prudence reste de mise, vous le savez. Actuellement, selon toute vraisemblance, une phase de consolidation latérale est encore possible. Qui laisse la target finale un peu dans cet inconnu, c'est est-ce que Michael Saylor sera sous pression dès lors qu'on viendra sous son prix moyen d'acquisition qui aujourd'hui se trouve plus ou moins sur le point dur d'avril 2025 des tarifs de Trump, autour de 74-75 000. Donc une fois que Saylor est sous l'eau, est-ce qu'il commence à vendre des bitcoins? Est-ce qu'il est sous pression de son conseil d'administration, etc. Et c'est là où, si les choses se passent bien, entre guillemets, on s'arrête quelque part entre 60 et 70 000. Si ça se gâte vachement, ben on va quelque part entre 40 et 50 000. Donc vous avez toutes les targets finalement pour 2020. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.